un petit peu long influenceur, qui a été un sujet qui a été ultra couvert, je pense, les 3-4 derniers mois, mais maintenant dont on parle un peu moins. Pourtant, justement, cette loi influenceur, elle vient de rentrer en action et en application, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux juste nous dire deux mots sur cette loi, juste très concrètement, qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle va changer pour les créateurs et les personnes qui regardent du contenu, qui consomment du contenu crypto aujourd'hui? Ouais. Bon, en deux mots, c'est une proposition de loi donc proposée par 2 députés qui visait à encadrer ce qu'on a appelé l'influence commerciale et donc l'activité des influenceurs. C'est important de savoir comment la loi le définit. En gros, la loi, elle définit l'influenceur comme une personne physique ou morale qui mobilise sa notoriété auprès d'une audience pour communiquer au public des contenus visant à faire la promotion indirect ou directement d'un bien ou d'un service. Et donc l'idée, c'était d'instaurer, de lutter contre certaines dérives qui avaient été constatées. Bon, il y en a pas mal, mais voilà, le dropshipping, les arnaques, etc. Et donc l'idée, c'est d'instaurer un cadre de transparence avec certaines règles à respecter lorsque un média, ça peut être un média spécialisé, ou lorsqu'un média ou un influenceur qui propose du contenu va faire la promotion de contre-rémunération d'un bien ou d'un service. Pour simplement faire un petit balayage très rapide des principales obligations, c'est un régime d'interdiction de promotion de certains produits, chirurgie esthétique, produits médicaux, nicotine, paris sportifs, etc. Et un régime conditionné de promotion pour certains autres types de produits, par exemple la crypto. Très concrètement, dans le secteur de la crypto, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui lorsque tu es un média spécialisé ou lorsque tu es un influenceur, tu ne peux pas faire la promotion de n'importe quel acteur qui exerce dans le secteur crypto. Tu ne peux faire la promotion si un acteur doit rentrer dans le champ de la réglementation, par exemple la réglementation PSAN, tu dois t'assurer que cet acteur est conforme à la réglementation pour pouvoir en faire la promotion. Si un acteur n'entre pas dans le champ de la réglementation PSAN, tu peux en faire la promotion. Mais voilà, en fait, tu as quand même un travail de due diligence au départ, de t'assurer que le produit ou la personne morale dont tu t'assures la promotion propose pas illégalement son service en France, quoi. Voilà. Après, il y a un certain nombre d'autres obligations pour les influenceurs de disposer d'un contrat avec une agence d'influence, obligation de mentionner, tu as une obligation de transparence qui est assez logique, qui était appliquée par pas mal Ce live n'est pas sponsorisé. Voilà. Par exemple, ce live n'est pas sponsorisé, donc tu n'avais pas besoin de le mentionner en clair. Mais si ça avait été le cas, tu aurais dû mentionner en haut qu'effectivement, ce live faisait l'objet d'un partenariat commercial ou publicitaire. Ça doit être visuel, enfin, ça doit être affiché sur le contenu, ou est-ce que c'est par exemple des descriptions, des commentaires épinglés sur YouTube, des tweets, quels sont... Alors, la loi va pas aussi. En fait, c'est juste que ça doit être accessible au premier coup d'œil par la personne qui regarde ton contenu. Okay. De façon suffisamment claire et transparente. Donc voilà, et avec un certain nombre de mesures qui vont pouvoir être prises par les autorités pour éventuellement sanctionner les personnes qui ne respectent pas cela. La possibilité de demander, par exemple, à Twitch ou à n'importe quel opérateur de supprimer le contenu ou de supprimer la chaîne de la personne qui respecte pas ses obligations. Donc ça, c'est pour éviter effectivement que des personnes qui soient à l'étranger, en dehors de la juridiction française, puissent utiliser le fait qu'elles soient ailleurs pour ne pas respecter. Ouais. Tu penses que les sanctions sont assez dissuasives, et à quel point tu penses que ça va vraiment empêcher des scammers d'agir enfin, je suppose que c'est la volonté de la loi, mais est-ce que ça va être vraiment appliqué au pied de la lettre, ou est-ce qu'il va y avoir quand même une grande marge qui va permettre des abus certainement? Écoute, on verra. De toute façon, la loi est entrée en vigueur là il y a quelques jours. Ça a été un des gros débats de la loi, ne pas trop pénaliser les influenceurs qui sont sur le territoire français, parce que beaucoup nous disaient que de toute façon ceux qui sont expatriés ne le respectent pas et ne seront pas sanctionnés. Moi, mon opinion là-dessus, c'est qu'effectivement aller chercher quelqu'un qui se trouve en Asie, enfin je veux dire, il y aura pas des enquêtes et des notices Interpol pour tous ceux qui respectent pas la réglementation et qui sont situés à l'étranger. En revanche,
l'outil dont je te parlais, c'est-à-dire la possibilité de demander aux réseaux sociaux de supprimer, enfin, et l'obligation d'ailleurs qui en découle pour les réseaux sociaux de faire droit à une demande de suppression pour les comptes qui respectent pas ces obligations, ça me semble être quand même assez dissuasif et potentiellement efficace. Après, c'est toujours une question de moyens. C'est une réglementation qui sera appliquée par la DGCCRF. Il n'y a pas eu de sanctions pour le moment. Non, il n'y a pas eu. Si, alors il y a déjà eu des sanctions, mais sous l'empire En dehors de la crypto? Voilà, en dehors de la crypto. Enfin, il y a eu Nabila à l'époque, je ne sais pas si tu avais cette news qui avait fait. En fait, l'obligation de 2017, 2018. En fait, il y a plein d'obligations qui sont dans cette loi qui existaient déjà, mais l'une des volontés des rédacteurs de la loi, c'était de créer vraiment une loi spécifique qui compilait, qui était très claire, une sorte de mode d'emploi pour les influenceurs. Et donc, l'obligation de mention du partenariat commercial, ça existait déjà. Et Nabila, elle avait été sanctionnée sur ce point de vue-là pour ne pas avoir fait mention d'un partenariat rémunéré avec, je crois que c'était un exchange crypto. Donc voilà pour les Pas de DeFi du coup, dans le cadre de la loi. La DeFi n'est pas, en fait, la DeFi n'étant pas encadrée à ce jour, il est possible de faire la promotion d'un acteur DeFi. Okay. Dans la mesure où tu c'est disclose, etc. Exactement. En fait, c'est pas un tri des acteurs où, par exemple, si tu mets en avant un exchange, tu as le droit de mettre en avant que des exchanges qui sont PSAN. Pour la DeFi, t'as pas ce tri-là à faire de choisir dans les acteurs. Évidemment, après, il faut faire ses due deals, etc. Mais par contre, l'obligation de disclose que tu as été payé pour le faire et que c'est un partenaire rémunéré reste. Exactement. Pour toi, cette loi, elle est figée ou elle va rapidement changer? Qu'est-ce qui pourrait changer? Il y a alors bon, rien n'est inscrit dans le marbre, mais Bruno Le Maire a donné rendez-vous aux acteurs de l'influence, là, une clause de bilan. Je crois que c'est dans les 12 ou 18 mois donc l'année prochaine, il y aura un premier bilan qui sera fait et on peut pas, vraisemblablement, peut-être, si nécessaire, des adaptations qui seront faites. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de volonté politique et de priorisation des sujets dans le calendrier, quoi. Ok. Bah écoute, je pense qu'on aura couvert pas mal de sujets. Je propose juste au chat de poser 2-3 questions, de votre côté, des choses qui vous taraudent un peu. Je pense qu'on va prendre le temps de prendre une ou deux questions au moins. Et puis après, on va évidemment respecter le temps de Romain. Déjà, merci d'avoir pris autant de temps pour répondre sur tous ces points qui sont du coup assez exhaustifs et qui demandent pas mal de temps de cerveau et d'attention. Quelqu'un qui parle de la situation de Binance. Il y a eu une enquête, en tout cas, il y a eu une descente concrètement dans leurs locaux. Est-ce que tu as des informations sur ce qui se passe, en tout cas du côté public, etc. Moi, j'ai pas plus d'informations que celles qu'on a vues presse. Si j'en avais plus, de toute façon, difficilement. Tu peux l'imaginer, je serais pas tellement en mesure de divulguer. Moi, ce que j'ai suivi sur ce dossier, simplement qu'il y a eu une plainte qui a été déposée par des avocats qui représentent plusieurs clients ou anciens clients de Binance et qui leur reprochent. Il y a 2 enquêtes, d'après ce que j'ai pu voir. Il y a une enquête parce que on leur reproche d'avoir justement exercé une activité de PSAN, c'est-à-dire d'avoir fait de la communication en France avant d'avoir eu l'enregistrement, et donc d'avoir pendant une période exercé illégalement l'activité de PSAN en France. Donc exercice illégal de l'activité de PSAN, ça c'est un des premiers volets de l'enquête. Et le deuxième volet concerne pour le coup des accusations qui sont celles d'avoir participé ou aidé ou permis des opérations de blanchiment en ne mettant pas en place justement des dispositifs de contrôle suffisants de la connaissance de leur clientèle. Donc c'est les 2 volets pour lesquels ils sont poursuivis. Aujourd'hui, on est au stade de l'enquête préliminaire, donc honnêtement, j'ai aucune idée. Sur le premier, il n'y a pas trop de doute personnellement, parce que vraiment, moi, quand j'étais à la PBWS, qui avait des grandes bannières sur un énorme bâtiment historique de Paris, faisant la promotion de Binance et qu'ils étaient pas PSAN, pour moi, ça rentre clairement dans cette partie-là. Après, la question est, quel était l'état des discussions, tu vois? Quel était l'état des discussions? C'est un faisceau d'indices, le fait de targeter ou non le marché français, et on ne sait pas quelles étaient les discussions à l'époque parce qu'il y a eu aussi, il y a plein d'exemples aussi d'acteurs qui étaient visibles en France, mais à partir de quand on considère que ça constitue effectivement la promotion d'un service sur actifs numériques, c'est un débat qui honnêtement, voilà, à mon avis, va être intéressant. Mais bon, c'est une enquête, voilà, sur les 2 volets qui va prendre un peu de temps. On n'aura pas la réponse.
Quelqu'un qui nous parle de si on aurait une uniformisation de la taxation fiscale pour les cryptos en Europe. Moi, personnellement, j'ai du mal à y croire. De toute façon, les États sont assez souverains et ils décident de la manière dont ils taxent leurs citoyens, mais peut-être que tu as une réponse différente à apporter. Non, non, moi je suis assez d'accord avec toi. On voit de toute façon qu'il y a une concurrence. Enfin, on n'arrive pas à faire de l'harmonisation fiscale sur d'autres sujets qui sont pourtant politiquement beaucoup plus sensibles. À mon avis, Donc sur la c'est crypto, ça va être un dur. sujet qui n'est pas sur la table et où même s'il l'est, j'y crois assez peu.